Au début, il y eut la commission sur les accommodements raisonnables. Puis, ce fut la charte de la laïcité. Ensuite, la charte des valeurs. Et maintenant, pour une commission sur le racisme systémique. Ça n'arrête pas. Pourquoi, depuis 10 ans, on emmerde les Québécois avec ça? Qui est derrière tout ça? Et quels sont leurs buts? Et les médias, complices, qui ne font pas d'enquête, des merdias. Mais heureusement, le Québec a maintenant plein de vieillards qui ont plein de temps à perdre et qui, grâce à Internet, ont les moyens de faire eux-mêmes ces enquêtes. Car Guy George déballe tout. Alors, d'où vient cette campagne? Pour une commission sur le racisme systémique au Québec? Des USA. Eh oui, des États-Unis. C'est Black Lives Matter. Petit groupe créé par les démocrates socialistes, Clinton Sanders, durant la course à la présidence, pour profiter de la médiatisation de quelques criminels de race noire abattus par des policiers. La clientèle électorale socialiste étant bien sûr la gauche et les minorités raciales, sexuelles et religieuses. Black Lives Matter, grâce au support des démocrates, réussit à mobiliser ces minorités. Si bien que le parti décide d'étendre la campagne au Canada pour y chercher des appuis et le vote des Américains à l'étranger. Black Lives Matter arrive donc à Toronto, mais avec deux notions, étrangères aux Canadiens. Ces deux notions sont, première, racialisation. C'est l'identification d'un groupe selon sa race, mais d'une façon négative aux États-Unis. Au Canada, on dit communauté visible, qui est plutôt pas négatif ni positif. C'est un fait. Deuxième notion, racisme systémique. C'est la racialisation par les institutions, qu'elles soient publiques ou privées. Ça aussi, c'est négatif chez les Américains. Cette différence entre les deux pays, c'est entre le sens perçu de ces deux notions-là, c'est leur constitution. La Constitution américaine fait la promotion d'une société commune, d'une culture commune. C'est le bon vieux melting pot américain. Les cultures fondues en une seule. Tandis que la Constitution canadienne fait la promotion d'une société multiculturelle, c'est-à-dire non commune. La diversité culturelle. Les différences ethniques sont maintenues. Pas de société commune. Alors, deux constitutions complètement différentes qui donnent un sens perçu complètement différent de racialisation et racisme systémique. Cette différence fondamentale entre les deux pays, Black Lives Matter l'ignore. Ce qu'ils combattent aux USA, c'est l'exclusion des Noirs, leur ghettoisation, leur non-intégration à la société commune.
société commune promue par la Constitution américaine. Ils se sentent à part et mettent le blâme sur leur racialisation par les Blancs. Et eux-mêmes racialisent les Blancs en les identifiant comme Blancs. La première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne, connaît bien la loi multiculturelle du Canada. En bonne socialiste libérale, toute sa politique et sa clientèle électorale sont basées sur la différence de race, de culture, de sexe et de religion. Elle comprend parfaitement que le discours de Black Lives Matter est fondamentalement une contradiction, une attaque contre le multiculturalisme canadien. Elle va donc accueillir le groupe en se montrant solidaire, tout en tentant de limiter les impacts. Mais Black Lives Matter réussit à mobiliser tous les Noirs de Toronto. Puis ce sont les musulmans et les Amérindiens qui sont mobilisés. Et tous ensemble décident de mettre sur pied une campagne nationale pour une commission sur le racisme systémique au Canada. Un premier débat est organisé et le tout est diffusé sur la chaîne télépublique CBC, anglophone. C'est la panique à Ottawa qui demande à Kathleen Wynne d'agir. Mais comment faire? Sans contredire la campagne démocrate aux USA. Faut-il supporter Donald Trump? C'est la loi sur le multiculturalisme qui est attaquée. Si cette commission voit le jour, c'est le racisme systémique de cette loi qui sera mis en lumière. La grande majorité des citoyens canadiens sont aussi ignorants sur cette loi que le sont Black Lives Matter. Qui a pris le temps de la lire? Cette Constitution? Personne. Quelles écoles la font connaître? Ils en expliquent le sens? Aucune. C'est pourquoi nous allons maintenant en lire quelques extraits, les plus significatifs, qui vous démontreront que cette loi n'est rien d'autre que ce racisme systémique que dénonce Black Lives Matter aux USA. Allons-y. Là, je lis directement sur la charte, sur la loi du multiculturalisme. La politique du gouvernement fédéral en matière de multiculturalisme consiste à reconnaître le fait que le multiculturalisme reflète la diversité culturelle et raciale de la société canadienne et se traduit par la liberté pour tous les membres de maintenir, de valoriser et de partager leur patrimoine culturel. La liberté de maintenir, de valoriser. Il n'y a pas de liberté de se défaire de sa culture d'origine et d'en joindre une autre. Il n'y a pas cette liberté-là. La liberté, c'est de la maintenir. La liberté, c'est de maintenir puis de valoriser ta culture. À faire en sorte que la loi s'applique également et procure à tous la même protection. Comment est-ce possible? C'est impossible. Les cultures, les groupes ethniques sont tous différents, ils ont toutes des forces différentes. Tu ne peux pas leur offrir l'égalité, c'est impossible. Il va toujours avoir des différences. Ils sont différents. Ils n'ont pas une culture commune. Tout en faisant cas des particularités de chacun. Ah! Hein, ils ont rajouté ça. C'est les accommodements raisonnables.
Ah, OK, vous êtes tous différents, vous ne pouvez pas être égal, mais on va faire en sorte que vous soyez égal en vous donnant des accommodements raisonnables. Alors, c'est faux. C'est une imposture. C'est tricher. Hein? À favoriser la reconnaissance et l'estime. La reconnaissance, je reconnais. Et l'estime, c'est l'aimer. Réciproque des diverses cultures du pays, ainsi qu'à promouvoir l'expression et les manifestations progressives de ces cultures. Ça veut dire, prenons par exemple la burqa. Il y a bien du monde, il y a bien des femmes qui n'aiment pas la burqa. Ils sont contre ça, ils trouvent que c'est contre la femme. Ben, désolé, la loi multiculturelle t'oblige à reconnaître la burqa, à l'estimer, il faut que tu l'aimes, et à la promouvoir. Je reconnais ta burqa. Je l'aime ta burqa. Et je propose à tout le monde de la porter. Voilà ce qu'oblige la loi sur le multiculturalisme. On continue. Faire en sorte que les Canadiens de toute origine aient des chances égales dans l'emploi et l'avancement. Expliquez-moi, un mathématicien, comment ça c'est possible. Les groupes ethniques ne sont pas de même force, pas de même grandeur. 10 noirs, 30 blancs, mettons. 2 postes d'horaire. Comment on fait pour faire ça égal? Si on donne un poste aux noirs, un poste aux blancs, qui a eu plus de chances de les avoir? Les noirs, parce qu'ils sont moins. Alors, tous les noirs-là ont eu plus de chances d'avoir un poste que les blancs. Puis tu ne peux pas leur donner 2 à l'un ou l'autre. C'est impossible de faire l'égalité. Impossible. Autre imposture. Bon, maintenant, elle est forte celle-là. Que le gouvernement fédéral est voué. C'est une vocation. Là, on ne parle plus du social, c'est-à-dire des citoyens. Tantôt, c'était la loi qui s'applique aux citoyens. C'est la loi multiculturelle maintenant qui s'applique au gouvernement, aux institutions. Hein? Racisme systémique. Hein? Les institutions, gouvernement fédéral, est voué, c'est sa vocation. Comme un prêtre, là, il a sa vocation, là. OK? Il doit faire ça, no matter what. À une politique du multiculturalisme destinée à préserver et à valoriser le patrimoine multiculturel, déjà qu'ils l'ont mis difficile à dire, des Canadiens, tout en s'employant à réaliser l'égalité de tous les Canadiens. Alors, le gouvernement est voué, c'est sa vocation, à préserver et valoriser le patrimoine multiculturel des Canadiens. Il faut qu'il préserve les différences et les valorise. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul groupe au Canada ethnique. Il arrive au Canada et il dit « Ben moi, je ne veux pas me garder mes traditions et mes cultures que j'avais quand je suis arrivé. J'aimerais en joindre un autre. Hein? » Non. Désolé, faut que tu gardes ta culture, faut que tu restes comme tu étais, parce que la fédérale est vouée à préserver et valoriser le patrimoine multiculturel. Il faut que les Canadiens, la société canadienne soit multiculturelle. Ne peut pas être unie. Terrible. On est poigné à vie avec ça. Le Canada ne peut pas changer. C'est une dictature. C'est une dictature. Pour les siècles à venir. On ne peut plus rien faire. On est bloqué. Et la suite est encore pire. Tout en s'employant à réaliser l'égalité de tous les Canadiens dans le secteur économique, social, culturel et politique. Quelqu'un voit le problème, là? Je vais vous le dire, moi. C'est signé la charte. Cette loi-là est signée à la fin par Sa Majesté, la Reine Élisabeth II, Reine du Canada et gouverneur
de l'Église anglicane mondiale. On a une monarche, OK? Une monarchie à la tête du Canada que seulement des Anglais, race anglaise, peuvent atteindre. Il y a juste les Anglais au Canada qui peuvent rêver qu'un jour, une de leurs descendances devient reine ou roi du Canada. Racisme. Et religieux. Juste anglican. Tu peux juste être anglican pour devenir à la tête du Canada. C'est le racisme systémique parfait. C'est là qui est le problème. Et qu'a vu avec raison, la ministre Kathleen Wynne. Et c'est pour ça qu'ils sont allés chercher à la rescousse Bouchard-Taylor. Arrivé ici, il faut empêcher ça. Il faut détourner ça d'une certaine façon. Pendant ce temps-là, les Noirs, les musulmans, les Noirs, les Amérindiens de Toronto organisent une campagne pour la Commission sur le racisme systémique et ils communiquent avec les mêmes groupes au Québec. Il existe déjà une organisation au Québec qui prend en charge l'affaire. Il dit, moi, je le prends. Ça s'appelle Amal Québec. On pourrait l'appeler un peu mieux Amalgame Québec. Il va mieux. C'est cette organisation-là qu'on examine maintenant. Bon, Amal Québec, c'est qui et c'est quoi? C'est Haroun Bouazi, un Tunisien, d'une famille de militants socialistes d'extrême gauche islamistes et qui milite pour le renversement du régime Ben Ali en Tunisie. Ben Ali, qui c'est aussi un parti socialiste, membre même de l'Internationale socialiste, lequel le NPD au Canada est membre aussi, et que le PQ a déjà demandé à être membre. Mais l'Internationale socialiste a refusé parce qu'elle n'accepte pas les partis provinciaux. L'Internationale socialiste, c'est une organisation qui rassemble toutes les partis socialistes en Occident. Leur but, c'est naturellement faire une grosse union socialiste dans tout l'Occident, une union des républiques socialistes d'Occident, l'URSS, mais occidentale. Alors, c'est des communistes, quoi. Hein? Mais ils n'arrivent pas à renverser Ben Ali. Ben Ali, un parti socialiste lui-même, mais comme tous les partis socialistes, que ce soit le PQ, le NPD, Ben Ali, n'importe quel parti socialiste, les démocrates aux États-Unis, Clinton, les partis socialistes sont socialistes pour prendre le pouvoir, mais une fois rendus au pouvoir, ils deviennent des droitistes. Hein? Ils se vendent à la banque puis aux multinationales, pareil comme la droite. Ça change pas grand-chose. Hein? Ben c'est ça, quoi. Mais ils travaillent ensemble. Toi, tu t'occupes des banques, tu t'occupes de l'argent, puis nous autres, on s'occupe du social. On dit au monde, pisser debout ou pisser assis, c'est nous autres qui décident. Hein? En 2001, parce qu'ils n'arrivent pas à renverser Ben Ali, en 2001, sa famille décide d'envoyer Bouazi au Québec. Aller rencontrer les socialistes là-bas, puis essayer de faire une union, des collaborations, hein, avec le Parti québécois surtout, ouais. Puis le NPD, naturellement. Puis peut-être aider à
au renversement. Hein? Alors, en 2001, la famille envoie Boisy, Arun Boisy, au Québec s'établir, établir des ponts, mais c'est 2001. Il arrive au Québec, et en même temps qu'il arrive au Québec, World Trade Center, des avions, bang, 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 islam, c'est vraiment pas le temps pour un Tunisien de venir parler d'islam puis de socialisme. Alors, Boisy va se tenir tranquille pendant les 10 prochaines années au Québec. Il va prendre contact avec des islamistes au Canada, mais c'est pas bouger rien, là. C'est trop fort qu'est-ce qui est arrivé. Puis il va prendre des cours d'informatique pendant ce temps-là. Il va rester. Puis il va attendre que ça passe. Alors, 2011 va passer, 2012 arrive, puis en 2012 arrivent deux événements importants pour Boisy. Le régime Ben Ali tombe. Enfin. Mais ça n'a pas changé grand-chose parce que c'est son conseiller qui a pris la place, puis il a fait un autre parti socialiste, retourné à l'international socialiste, puis il est revenu de droite, puis il est avec les banques pareilles. Ça n'a rien changé du tout, hein, comme d'habitude. Et puis l'autre événement, le PQ prend le pouvoir. Alors, là, Boisy s'est dit, ben, le PQ prend le pouvoir, c'est les socialistes, puis tout ça, puis on est ensemble. Il dit, je vais sûrement avoir une place là pour pouvoir faire de la politique. Hein? Il arrive au PQ, hein? Ah, bien content avec vous, puis tout ça. Hein? Il dit, c'est quoi vos projets? Y a-t-il de la place pour moi, puis tout ça? Hein? Il rencontre Drainville, Bernard Drainville. Puis Drainville, il dit, ben, on a une maudite bonne idée, man. C'est quoi? On a fait une charte de la laïcité. Oh, ça, c'est une bonne idée, ça. C'est quoi ça consiste en quoi? On va interdire le voile islamiste. Non, là, Boisy, il pète hein? Il revient à l'envers, il dit, qu'est-ce que vous dites là? Ben oui, mais il dit, parce que le monde n'aime pas le voile, puis tout ça, ben on va faire une charte, puis c'est bon pour les votes, puis ces affaires-là, hein? Parce que le PQ est rentré, mais il est rentré minoritaire. Puis très minoritaire. Il n'y avait pas assez de pouvoir. Hein? Alors, il fallait qu'il se prépare, on le sait, à tenter une autre élection en 2014 pour avoir un vote majoritaire. Puis ils s'en sont aperçus que les Québécois n'aimaient pas le voile. Ils n'aimaient pas ça, les femmes qui se promènent en burqa, puis les affaires-là. T'sais. Les islamistes, ils demandaient trop d'accommodement, puis tout ça. T'sais. Alors Drainville lui dit, ben, c'est juste contre le voile, mais on va pas le faire. T'sais. On fait juste comme faire semblant. Boisy était vraiment maudit, puis il s'est en allé. Il était dégoûté par ça complètement. Mais Drainville avait raison. La charte de la laïcité, elle interdisait le voile, mais c'est tout ce qu'elle interdisait. Rien d'autre. Et puis, Drainville le savait qu'à cause de la loi multiculturelle, qu'il ne pouvait pas l'appliquer, cette loi-là. Alors, c'était juste pour les votes. C'était juste pour avoir le monde. Hein? Avoir les votes. Hein? Mais Boisy était parti, lui. Et il a dit, vous insultez les miens, mais nos musulmanes, puis tout ça, puis mes musulmanes, nous autres, on va pas voter pour toi. T'sais? Parce que là, moi, j'aurais pu les voter. Si j'étais avec toi, au PQ, contre le voile, je perds ma petite gang avec moi, mais mon groupe de militants. Alors, il est retourné chez eux. Puis c'est là qu'il y a eu l'idée, Boisy, de créer Amal Québec. Il dit, je vais créer une organisation qui va être contre le PQ. Alors là, il rentre contre le PQ, ben, en tout cas, contre la charte du PQ. Il dit, je vais combattre la charte du PQ. Alors, il crée cette organisation qui s'appelle Amal Québec. A-M-A-L. Qui veut dire
Association des musulmans et arabes pour la laïcité au Québec. Ah! Vous voyez, là, lui a compris que la charte à Drainville n'était pas de la laïcité. Parce que la laïcité, elle n'interdit pas le voile. Elle n'interdit rien du tout. La laïcité, c'est seulement la séparation entre l'État et puis les églises. Tchunk. Ce qui se fait dans la vie, dans la société civile, c'est les citoyens qui décident s'ils veulent se promener en n'importe quoi, s'habiller comme ils veulent. T'sais. Mais il ne doit pas avoir de lien entre l'État et les églises, les institutions religieuses. No. Zéro division. Alors, la charte de laïcité de Bernard Drainville était mal nommée parce qu'elle interdisait aucunement les liens entre les institutions religieuses puis d'État. La seule chose qu'elle interdisait, c'est de porter le voile dans l'Assemblée nationale. Puis même ça s'en allait jusque dans la société civile. Alors, c'était pas du tout une charte de la laïcité. Ça, sur ce côté-là, Boisier avait raison. Mais il le savait. Mais eux autres aussi, ils le savaient. Mais il voulait juste des votes. Sur Boisier, il dit, je vais créer une institution de laïcité, moi. Puis pour combattre ça, pour dire que c'est pas une charte de laïcité, cette charte-là. Alors, il a créé l'Association des musulmans et arabes pour ramasser son monde à lui, pour combattre l'interdiction du voile. N'est-ce pas? Mais il y a une erreur, là. Il y a quelque chose qui ne marchait pas, là. Puis qui a mal passé chez les Québécois. Parce que une association des musulmans et arabes pour la laïcité, premièrement, la laïcité, c'est la séparation entre l'État et les institutions religieuses. Mais musulmans, l'islam, c'est tout le contraire de ça. L'islam, c'est l'État et l'institution religieuse mariés ensemble. Alors, ça marche pas, ça. Son association, c'est une imposture. Aussi imposture que la charte à Drainville. Mais encore pire, association des musulmans et arabes. Ouh, attends une minute, là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Parce que, soit Boisy connaît pas le Québec, ou soit il fait une entourloupette. Parce que il y a une réalité au Québec qui interdit de dire une chose pareille. Association des musulmans et arabes. Parce qu'un musulman n'est pas nécessairement un arabe, et un arabe n'est pas nécessairement un musulman. La réalité au Québec, combien d'arabes il y a au Québec? Il y en a 200 000. 200 000 arabes. Combien d'arabes sont musulmans? 100 000. La moitié des arabes sont musulmans. Ça veut dire l'autre moitié est de notre religion. Quelle religion? Chrétien. Tout chrétien. Alors, les Arabes sont moitié musulmans et moitié chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire, association des musulmans et arabes? Ça n'a pas de sens. Où sont les chrétiens? Où sont les arabes chrétiens? Ils ne sont pas là. Alors, qu'est-ce qu'essaie de faire Boisy, là? L'amalgame. Amalgame musulman et arabe. En voulant dire qu'un arabe est forcément musulman et un musulman est forcément arabe. Ça, c'est un gars qui est en train de faire aujourd'hui une campagne contre le racisme systématique, là. Racisme systémique. Et est en train de faire ça exactement dans son nom. Faire un amalgame raciste entre musulmans et arabes. C'est pas tout. Les musulmans. Combien qu'il y a de musulmans au Québec? 250 000. Seulement 100 000 arabes sont musulmans. Il y a 150 000 non-arabes. Les Chinois, les Québécois, n'importe quoi, les Noirs.
qui sont musulmans. La majorité des musulmans au Québec ne sont pas arabes. Association des musulmans et arabes. Ça ne marche pas, son affaire, là. C'est du racisme, là. C'est lui qui est le racisme, là. OK? Soit il est ignorant de la réalité québécoise. Une autre chose, c'est pas seulement au Québec que c'est comme ça. Au Canada aussi, la moitié des Arabes sont musulmans et chrétiens. Aux États-Unis, 63% des Arabes sont chrétiens, pas musulmans. Seulement 37% des Arabes aux États-Unis sont musulmans. La majorité des Arabes en Amérique du Nord est chrétien. Boisy, soyez ignorant de ça. Ça se pourrait bien. Ou il est raciste. S'il est ignorant de ça, alors, s'il est ignorant de la situation après 10 ans, là, au Québec, 10 ans, il ne sait pas ça encore. Hein? Wow, quelle intégration, hein? Il ne sait pas ça, OK? Alors, on sait pourquoi il pense comme ça. Pour lui, dans sa tête, un musulman, c'est un arabe, pas un arabe, c'est un musulman. Parce qu'en Tunisie, chez lui, c'est 98% de la population en Tunisie, toute la population, qui est arabe, et ils sont tous musulmans. C'est ça, son problème. Il prend le Québec pour la Tunisie. Partout où il va, il pense que c'est la Tunisie. Il pense que les Arabes sont tous des musulmans. Il a reçu des critiques pour ça. Des grosses critiques pour ça. Ça n'a pas marché, ça, son amal. Puis Drainville non plus. Hein? Ça a tombé, hein. Mais il a réussi, il a eu reçu beaucoup de critiques à cause de ça. De son nom qui était complètement une imposture. Parce que, puis je le vois parce que je suis allé sur leur site, ben vous pouvez voir le lien en bas. Amal Québec, on voit qu'il a retiré son logo complètement, même le dessin. Il a tout retiré. Mais il s'appelle encore Amal Québec. Pourquoi? Parce que le nom était déjà fait à ce moment-là, quand il a réussi ses critiques. Toute la campagne, puis tout ça, du voile, puis tout ça était passé. Et puis là, maintenant, il s'en va dans une nouvelle aventure avec la campagne pour la commission systémique du racisme. Puis, il peut pas changer de nom. Alors, il est pogné avec. Parce que ça, le monde, ils ne le reconnaîtront pas s'il met un nouveau nom. Alors, il a retiré son logo, c'est vide, puis il a mis un à propos. Un à propos, il dit, il faut que je change mon mot. Ce que ça veut dire. Changer le sens. Ils sont bons là-dedans pour changer les sens. C'est tout ça qu'ils essaient de faire, là. Changer le sens des mots. Alors, maintenant, Association des musulmans et arabes pour la laïcité de Québec. À propos, on va dedans, ça dit « Amal Québec est une association féministe. » Bon, oui, des musulmans féministes. Et Amal Québec n'est pas une association musulmane ou religieuse. Une association des musulmans qui n'est pas une association musulmane. Et elle regroupe des Québécoises et des Québécois d'origine arabe ou musulmane, ou arabe et musulmane, ou aucune de ses composantes, des personnes pratiquantes, non pratiquantes, juives, chrétiennes, agnostiques ou athées. Autrement dit, c'est n'importe quoi. Mais le Québec, c'est maintenant n'importe quoi. Tu brasses n'importe quoi. Drainville aussi a fallu qu'il change le nom de sa charte de laïcité. Tous les juristes l'ont averti. Tu t'en vas encore plus loin avec ça, tu vas te faire avoir, man. On va te poursuivre. Parce que c'est pas de la laïcité. C'est une imposture. Alors, il a fallu qu'il change. C'était 0% de laïcité, sa charte. Alors, il a fallu qu'il la change pour charte des valeurs. C'est ça qu'il a choisi. Charte des valeurs. Qui ne voulait rien dire encore, là.
Alors, ils changent les noms, comme ça. On change n'importe quoi. Maintenant, on change discrimination pour racisme systémique. On change les mots, on change les sens pour essayer de mêler tout le monde. Alors, c'est ça qui est Amal Québec. C'est Haroun Bouazi, un Tunisien assez tordu. Oui, monsieur. Et qui est mandaté maintenant pour une campagne québécoise pour une commission sur le racisme systémique. On nous fout un teuton pareil, là, à la tête de ça. Boisy obtient la collaboration de 3 co-auteurs. OK? Là, on sait que c'est Bouchard et Taylor qui sont en arrière et qui essaient de prendre contrôle là, de ça. Ben, pas qu'ils essayent, maintenant, ils sont en contrôle. C'est eux autres qui dirigent Boisy là, depuis un bon bout de temps. Alors, ils disent, on va faire semblant qu'on est les co-auteurs, OK? Puis toi, tu vas être le boss, hein? Le Touton Boisy, qui connaît même pas le Québec, hein? Alors, 3 co-auteurs, qui sont-ils? Suzy Ombomzawin, première co-auteure. Elle est la directrice du département des consultations territoriales du Grand Conseil de la nation Wabanaki, une Amérindienne, et qui est directrice du département des consultations territoriales. Ça, c'est un poste très important. Le département des consultations territoriales, c'est une collaboration entre l'État fédéral canadien et l'État provincial québécois. Une collaboration avec les nations. Les petites nations sont toutes séparées en tribus, les Amérindiens, au Québec. Et les tribus s'appellent des nations. Et elle, ce poste-là qu'elle a là, elle décide, avec les gouvernements fédéral et provincial, combien il y aura de policiers dans cette nation-là qui va surveiller ces Amérindiens-là, de cette nation-là. C'est elle qui décide ça. Retenez bien ça. Deuxième co-auteur, Will Prosper. C'est un noir. Ex-policier de la Gendarmerie royale du Canada. On reste dans la police, là. Ex-policier de la Gendarmerie royale du Canada. Maintenant, il l'est plus, hein? Ex. Il fait des vidéos sur les communautés noires. C'est un militant. Black Lives Matter. C'est le même groupe. Et le troisième, Gérard Bouchard. Non, c'est pas une coïncidence avec un autre Gérard Bouchard. Oui, c'est le même Gérard Bouchard. Sociologue socialiste, co-directeur avec Charles Taylor de la Commission des accommodements raisonnables, et qui a prié les Québécois de jeter leurs souches dans les feux de la Saint-Jean. Vous vous souvenez? On signait cette charte. Charles Taylor et tous les sociologues de la Commission des accommodements raisonnables. Cette campagne sert à prouver, à amener des preuves pour cette commission-là, pour créer cette commission-là. Tu dois présenter des preuves avant. Qu'il y a vraiment, ben pas vraiment, mais au moins des preuves qui donnent des indices, qui amènent des indices qui existent bien un racisme systémique. Sinon, il n'y a pas de création de commission, n'est-ce pas? Alors, tous ces gens-là, tous ces grands experts-là, sont tous en dessous de Boisy, des incompétents complètement, Suzy Ombamboisy, mais elle, c'est vrai qu'elle est directrice du Grand Conseil de la nation Wabanaki. Ça doit être une grosse nation. T'sais? Mais j'ai vérifié. 180 personnes. 180 membres de cette nation-là. C'est un petit village de 180 personnes. Alors, Boisy, Suzy Ombamboisy, Will Prosper, un individu. That's it. That's it. Puis tous ces grands experts-là sont tout en dessous de ce monde-là.
Pourquoi? Juste assez de présence. Juste assez de présence des grands experts pour donner une crédibilité à ces incompétents-là, OK? Et à l'institution aussi, pour donner crédibilité à l'institution bidon, à Mal Québec, parce que c'est de la cochonnerie. Pour éviter de rappeler les accommodements raisonnables. Parce que si ces experts-là, puis Gérard Bouchard, prenaient directement la tête de Amal Québec, puis de cette campagne contre le racisme systémique, les gens, ils seraient trop visibles. Les gens, ça leur rappellerait la commission des accommodements raisonnables. Ils disent, une nouvelle commission par Richard Bouchard-Taylor. Il y a des gens qui ne la connaissent pas, puis il y a des gens qui voudront s'informer plus en avant, puis ils vont taper sur cette commission de systémique. Ils vont taper Gérard Bouchard, Bouchard-Taylor, les noms des personnes qui sont là, qui étaient associées avec cette commission-là, puis ils vont tomber sur quoi? Ben, ils vont tomber sur les accommodements raisonnables. Mais ils vont tomber sur d'autres choses aussi. Parce qu'en tombant sur les accommodements raisonnables qui sont sur Internet, ils tombent automatiquement sur le sujet de l'époque, qui était la discrimination. Et en tombant sur la discrimination, ils tombent tout de suite sur un lien vers une étude. Moi, je suis arrivé dessus de la même façon, exactement de cette façon-là, je suis arrivé sur l'étude. Boing! Elle te saute d'en face. C'est en 2015, le rapport d'enquête, sondage, mené conjointement avec Statistique Canada et l'Institut de la statistique du Québec, intitulé « Un portrait de la discrimination au Québec ». En 2015, pas longtemps là, et ça a été mis sur le tapis. Personne n'en parle. Le rapport est là. Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec, nos plus grandes institutions de statistique, là, ont mis ça en ligne, mais personne ne veut en parler. Pourquoi? Puis eux autres, ils font ça. Bouchard-Taylor se mettent à l'arrière justement pour éviter ça, que les gens tombent là-dessus. Pourquoi? Parce que ce rapport-là contredit complètement les preuves que cette campagne-là essaye de présenter. Là. Complètement. Examinons donc ce document d'Amal Bouchard-Taylor qui se prétend l'ensemble des preuves qui justifient une commission sur un racisme systémique. Bien sûr, faisons-le à la lumière de ce portrait de la discrimination au Québec, produit par nos deux grandes institutions de la statistique. Je me permettrai aussi quelques petits commentaires. En commençant par celui-ci. Tenez bien vos tucs. Preuve numéro 1. En 2015, une étude de l'Université McGill démontre que le premier facteur déterminant une plus grande présence policière dans une ville n'est pas le taux de criminalité qui y sévit, mais le nombre de personnes racisées et autochtones qui y vivent. Plus surveillées, ces personnes sont donc plus nombreuses derrière les barreaux. Vous avez bien compris? Le premier facteur d'une plus grande présence policière dans une ville, ce n'est pas la criminalité. C'est le nombre de personnes racisées et autochtones qui y vivent. L'étude n'est pas signée et il n'y a aucun lien. Racisées, ce sont les communautés visibles, mais lesquelles?
On ne les nomme pas ici. Seulement les Autochtones. Amérindiens, bien sûr. Parce qu'on verra plus tard, les Autochtones amérindiens, c'est deux choses. Mais là, puisque la présence policière est plus élevée et qu'ils sont plus surveillés et que ces personnes sont donc plus derrière les barreaux, pourquoi Suzy Obomzawin, qui est à la tête d'un conseil d'une nation autochtone, pourquoi elle met ses résidents en prison? C'est ça qu'elle fait. Suzy Obomzawin, directrice du département des consultants territoriales, c'est elle, comme on l'a dit tantôt, qui décide combien de policiers sera dans son village, dans sa nation, dans sa réserve. Le Grand Conseil de la nation Wabanaki, dont le village s'appelle Wolinak, et où il y a 180 habitants seulement. Suzy a négocié pour 6 policiers. 6 policiers pour 180 habitants seulement. La moyenne des municipalités au Québec, non amérindiennes, là, c'est 2 policiers pour 1000 habitants. 2 policiers pour 1000 habitants. Suzy Obomzawin, elle a voulu 6 policiers pour ses 180 habitants. C'est plus de 10 fois plus. 10 fois plus que les non-amérindiens. Mais c'est pas tout. J'ai fait une petite recherche sur la Tunisie de Haroun Boisy. C'est 2 policiers pour 200 habitants en Tunisie. Wow! Racisme systémique en Tunisie. Ouh! Mais, le village de Wabanaki de Suzy Obomzawin est peut-être une exception. Je suis allé voir donc les autres villages amérindiens. Eyu Enu, c'est une nation amérindienne, 15 281 habitants. Combien de policiers ont-ils choisi? Parce que c'est tous les villages amérindiens, toutes les réserves, qui choisissent eux-mêmes le nombre de policiers à mettre. Eyu Enu, 15 281 habitants, ont choisi 2 policiers pour 402 habitants seulement. La moyenne, 2 policiers pour 1000 habitants. Eux autres, 2 policiers pour 402 habitants seulement. Ils sont plus surveillés. Les Mohawks d'Akwesasne, 5423 habitants. Ben, ils ont 2 policiers pour 361 habitants. Ah! Maintenant, je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas confondre autochtones et amérindiens. Là, on a parlé seulement de villages amérindiens. Ils sont tous comme ça. Je les ai vérifiés, ils sont tous comme ça. Plus de policiers, beaucoup plus, 10 fois plus de policiers que les autres villes non amérindiennes. Kativik, le village de Kativik, c'est Inuit. C'est autochtone, mais ce n'est pas amérindien. Les Inuits ne sont pas des Amérindiens. Ils sont venus de l'Asie. Ce sont asiatiques. Ils sont arrivés il y a 4000 ans, eux autres. Les Amérindiens, ils sont arrivés à peu près de 14 000 à 13 000 ans à peu près. Tandis que les Inuits sont arrivés il y a 4000 ans. 11 640 habitants. 2 policiers pour 1058. Il y a moins de policiers chez les Inuits qu'il y en a dans les non-amérindiens au Québec, chez les Canadiens français.
dans toutes les municipalités. Alors, c'est pas la même chose du tout, hein? Alors, à Kativik, chez les Inuits, il n'y a pas de problème. On met moins de policiers. Alors, si c'est pas le taux de criminalité qui est le problème, c'est quoi? C'est juste que les chefs amérindiens décident de mettre plus de policiers pour qu'ils soient plus surveillés et que ces Amérindiens-là soient donc plus nombreux derrière les barreaux? C'est ce qu'on nous dit, là. Ça ne fait pas de sens. Pourquoi on n'a pas un commentaire de Suzy Ambozwazi, là, Bouchard et Taylor, là, puis Boisy, ils n'ont pas demandé à elle. Pourquoi tu mets plus de policiers? Mais parce qu'ils ne disent pas, hein? Parce que ça, ils s'attendent à ce que le monde ne fasse pas une recherche, puis qu'ils ne trouvent pas qu'il y a justement plus de policiers chez les Amérindiens, puis que c'est eux autres qui choisissent. Ça, ils ne disent pas. Ils font semblant, comment on dit, ils sous-entendent que les gens vont comprendre que c'est les Canadiens français qui font ce choix-là pour les Amérindiens. C'est ça qu'ils essaient de faire, là. Alors, le taux de criminalité n'est pas le facteur. Allons voir les rapports de nos deux institutions de la statistique, n'est-ce pas? C'est le Centre canadien de la statistique juridique qui va nous dire la vérité. C'est un centre de statistiques spécialement sur tout ce qui est juridique. Police, crime, tout. OK? De Statistique Canada. Le taux de criminalité dans les réserves est environ le triple du taux de criminalité pour le reste du Canada. La différence est encore plus marquée en ce qui a trait aux crimes de violence. Le taux de ces crimes dans les réserves étant 8 fois plus élevé que celui pour le reste du Canada. 7108 contre 953 pour 100 000 habitants. Voici 2 tableaux qui vont vous montrer ça très bien. À gauche, le taux d'homicide des Autochtones sont beaucoup plus élevés 1997 à 2000. Regardez, les victimes autochtones en bleu pâle, puis les victimes non autochtones en bleu foncé. Le tableau de droite, OK? Auteurs des présumés autochtones. Ça veut dire les auteurs de ces crimes sont autochtones, bleu pâle. Et auteurs de crimes non autochtones en bleu foncé. Alors, on regarde les victimes, à gauche, Amérindiens. Et les criminels, à droite, Amérindiens. Qui fait ces victimes-là? D'autres Amérindiens. Les Amérindiens se font ça à eux-mêmes. Et c'est pourquoi, aux Ambazazouis, là, les chefs amérindiens demandent plus de policiers. Donc, l'étude que présente l'équipe Bouchard-Taylor et Amal Québec est non seulement entièrement fausse, mais c'est de la diffamation contre les Canadiens français ou Québécois de souche. C'est des manchons de la diffamation contre l'ensemble des Canadiens français, parce qu'on essaie de faire à croire que c'est les Canadiens français qui choisissent le nombre de policiers et qu'il n'y a pas de crime, que c'est pas basé sur le crime. Et c'est tout le contraire. Bouchard-Taylor, là, les mêmes qui ont fait la commission là, d'accommodement raisonnable, là, eux autres. Donc, est-ce que McGill est complice? Parce que cette supposée preuve vient de McGill.
Les Anglais, aucune réfutation dans les journaux. Hein? C'est passé partout, ça. Et McGill n'a jamais réfuté rien. Et qui a fait cette étude-là fausse? Certainement Bouchard et Taylor. Je vois pas personne d'autre. Ou le concierge. Le concierge de McGill. Ça se peut que ce soit lui. Preuve numéro 2. En 2013, l'enquêteur correctionnel Howard Sappers révélait qu'au cours des 10 dernières années, la population carcérale amérindienne avait augmenté de 46%, celle des Noirs de 90%, mais que celle des personnes blanches avait diminué, malgré un taux de criminalité similaire. Ah, ils identifient enfin les racisés, là, nos Boisiers. Ce sont les Noirs. Et en effet, le rapport de Sappers, que j'ai retrouvé, ne mentionne que les Amérindiens et les Noirs. Aucune autre minorité visible. Alors pourquoi Haroun Boisie cherche à amalgamer les Arabes, les musulmans, avec ces deux groupes, Amérindiens et Noirs? Ça aussi, c'est de la diffamation et du racisme. Sappers ne dit pas 90%, mais 75% pour les Noirs. Il ne parle ni de criminalité similaire, au contraire, reconnaît que le problème est au sein de ces groupes. Et rien du tout sur une présence policière inégale, injustifiée. On a un autre faux rapport par Bouchard-Taylor et Amal Québec, trafiqué aussi. Preuve numéro 3. Cette discrimination raciale n'est pas le propre du système judiciaire. Le sociologue Paul Ede, ou Ed, je ne sais pas comment le nommer, nous a déjà révélé que les noms comme Tremblay ou Bolduc ont 60% plus de chances d'être invités à un entretien d'embauche qu'un Traoré ou un Ben Saïd. Les conséquences sont désastreuses. Selon les années, les communautés noires et maghrébines sont affligées par un taux de chômage de 2 à 3 fois plus élevé que la moyenne. Ah là, c'est intéressant, parce que il semble se débarrasser complètement des Amérindiens quand il parle de chômage et d'embauche. Il ne garde que les Noirs, les Arabes et les musulmans. Il se réserve ce domaine-là. Ah, ça, c'est assez intéressant, hein? Les Amérindiens ne sont plus utiles dans les statistiques d'embauche et de travail. Comme si nos amis du Ben Boisie voudraient se réserver ce domaine-là pour son groupe et les Noirs. C'est assez étrange, ça, parce qu'on est en train de nous dire que les Tremblay et les Bolduc ont plus de chance que Traoré, qui est noir, africain,
et Ben Saïd, qui est arabe du Moyen-Orient. Mais les Tremblay puis les Bolduc, c'est des Canadiens français. Ils font partie de la grande majorité des Canadiens français. Il est normal qu'ils aient 60% plus de chances d'avoir un entretien que les Traoré ou un Ben Saïd. Les Traoré et les Ben Saïd, c'est sur quel... C'est où sur la liste des noms de famille au Québec? Ah bien, ça aussi, on peut le trouver à l'Institut de la statistique du Québec. Au Québec, il y a 152 000 noms de famille. 152 000. Sur les 1000 premiers, Tremblay est le premier. Top de la liste. Il y a beaucoup plus de Tremblay que n'importe quel autre nom au Québec. Après ça, on nous dit Bolduc. Bolduc est 63e. Ça veut dire, entre Tremblay et Bolduc, il y a 62 noms de famille québécois aussi, canadiens-français. Il faut attendre il faut descendre jusqu'au 130e nom de famille pour tomber sur un nom québécois ou un nom canadien-français. Une Guyenne. C'est asiatique. Une Guyenne. 130e. Sur 152 000 noms de famille. Là. Il y a des noms de famille de Canadiens français qui sont loin après les Nguyen. Il y a énormément de Nguyen. Des Asiatiques. Pareil comme nos Inuits. Ils n'ont pas l'air d'avoir trop de problèmes à se trouver d'ouvrage, eux autres. Mais non. Mais on n'en parle pas des Nguyen. Peut-être parce que c'est quelque chose de spécial. Hein? Une exception. Une Guyenne. Encore, après les Nguyen, 130e position, on a des Québécois, des Canadiens français, jusqu'au 178e, qui est Smith, un Anglais, famille anglaise. Entre le 178 jusqu'au 356, encore des Québécois, on a Tran en 356e place. Tran, qui est asiatique encore. Encore des Québécois jusqu'au 478e, Jones, anglais aussi. Encore des Québécois jusqu'au 528e, Lee, asiatique aussi. Québécois jusqu'au 685e, Wong, asiatique aussi. Jusqu'au 732e des Québécois, Khan, asiatique aussi. 751e, pas bien loin, plus loin, Chan, asiatique aussi. 813e, Huyin, asiatique aussi. 839e, on tombe Martinez, des Latinos d'Amérique du Sud. Après ça, 840e, Pérez, Latinos. 891, Fernandez, Latinos. 941, Lee, asiatique encore. 951, Diaz, Latinos encore. Les 1000 premiers. Les Traoré ou un Ben Saïd n'est même pas dans les premiers 100 000. Alors pourquoi on nous choisit 2 noms de Canadiens français pour les comparer à des Traoré et des Ben Saïd complètement en bas de la liste? Pas une seule fois, on nous nomme un Nguyen, Jones, Tran, Lee, Wong, Khan, Chan,
tous les Asiatiques qui sont dans les 1000 premiers. Et il n'y a pas, on n'entend jamais un Asiatique se plaindre de discrimination, de racisme au Québec. Ils ont tous des emplois. Alors, le problème n'est pas les noms de famille, c'est non plus l'ethnie. C'est pas ethnique, le problème. Non. Parce que les Asiatiques sont aussi immigrants ethniques que les Arabes et les Noirs. Ils sont aussi visibles, asiatiques. Alors, il n'est pas là le problème. Il est où le problème? Les statistiques Québec nous donnent d'autres informations. Immigrants sur l'emploi. Accroissement de 42 400 000 emplois en 2013, soit près de 90% de la création nette au Québec. 90% de la création nette au Québec d'emplois, ce sont les immigrants. Ce sont les ethnies. Ça ne peut pas être un problème de race, de racisme. C'est pas les Canadiens français qui sont le problème. Les immigrants bénéficient de 140 500 nouveaux emplois, ce qui équivaut à 48% de tous les emplois créés au Québec. Le problème n'est pas les immigrants, n'est pas le racisme. Non, il n'y a pas de discrimination. 48%. Écoutez bien ça, la statistique Québec. Les hommes obtiennent une part plus élevée. Les hommes immigrants obtiennent une part plus élevée. Chez les non-immigrants, ce sont les femmes. Ça veut dire que ce sont les femmes canadiennes françaises qui ont eu le plus d'emplois chez les Canadiens français. Et ce sont les hommes qui obtiennent des emplois chez les immigrants. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les femmes immigrantes sont à la maison et n'ont pas le droit de sortir, n'ont pas le droit d'aller travailler. Ce sont nos voilées, ce sont nos femmes à burqa. C'est ça qui est la différence. 5 prières par jour. Qui veut engager un employé qui va prier 5 fois par jour, qui va demander des accommodements pour se laver les pieds, qui va faire du prosélytisme religieux? Non, ils n'en veulent pas. Preuve numéro 4. Et ce n'est pas comme si l'État faisait sa part. Il manquerait 25 000 fonctionnaires issus des communautés racisées, on le sait c'est qui maintenant, c'est les Noirs et puis les musulmans, dans l'administration québécoise, selon une récente enquête menée par Radio-Canada. Bien là, on n'a même pas besoin de chercher, parce qu'il n'y a pas de problème. Où est le problème? Il ne peut pas manquer 25 000 fonctionnaires issus des communautés racisées dans l'administration québécoise. L'administration québécoise, c'est tout le Québec, c'est toutes les régions, c'est toutes les villes. Toutes les communautés ethniques sont à Montréal. La presque totalité sont à Montréal. Hein? Comment tu peux t'asseoir dans un bureau à Gatineau quand ton cul est à Montréal? Et ça se fait pas. C'est impossible, physiquement impossible. Alors, c'est faux. C'est faux.
C'est juste qu'il y a juste à Montréal, les administrations montréalaises, qui peuvent engager des immigrants, vraiment, là, qui vont engager des immigrants. Les autres régions, il n'y en a pas d'immigrants. Il n'y en a pas assez. Hein? Ils ne vont pas les engager juste parce qu'ils sont immigrants. Mais c'est ça qu'ils voudraient, bien sûr. Preuve numéro 5. 2012. On ne comptait que 5,9% de communautés racisées, encore là, dans l'administration montréalaise. Bon, on le dit. Alors qu'elle compte pour 30% de la population de la ville. 5,9%, disons 6%, des immigrants à Montréal, dans l'administration montréalaise seulement, alors qu'elle compte, que ces communautés-là comptent pour 30% de la population. Alors là, c'est encore du traficage. Il faudrait qu'il y ait 30% d'immigrants dans la fonction administrative montréalaise. Hey! C'est pas savoir compter, là, ou c'est du trafic. Il essaie de passer un sapin aux Canadiens français. C'est pas comme ça que ça se calcule. Montréal, il y a 2 millions de population. Et il y a 40 000 fonctionnaires en tout à Montréal. 40 000 fonctionnaires, 2 millions de population. Bon, 30% de 2 millions de population, c'est 600 000 immigrants. 70%, hein, c'est l'autre moitié, là, pas l'autre moitié, mais l'autre partie. 70% de 2 millions d'habitants, c'est 1 400 000 non-immigrants. 40 000, c'est les postes qui ont disponibles. Là. 40 000, c'est 6% de 600 000 racisés. 40 000 postes, c'est 6% de 600 000 racisés, d'immigrants. Et le compte est bon. L'administration de Montréal fait très bien. Elle a 6% de communautés ethniques dans son administration. 40 000 est seulement 2,8%, par exemple, de 1 400 000 de non-immigrants. Ça veut dire qu'il y a juste 2%, 2,8% ou 3%, 3% de non-immigrants dans l'administration de Montréal et il y a 6%, 2 fois plus d'immigrés dans l'administration de Montréal. Pourquoi? Ben parce qu'il y a juste 40 000 emplois de disponibles. Et puis les non-immigrants sont 1 400 000. Alors c'est normal, c'est un bon ajustement. Il y a moins. S'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de postes disponibles pour que le pourcentage soit arrive égal. Hein? Il n'y a pas assez de postes. Hein? Mais Colin, ils ont déjà beaucoup, ils ont 2 fois plus de présence. Alors, il y a 2 fois plus de racisés. Non, le compte est bon. C'est juste eux autres qui ne savent pas calculer. Mais qu'on vienne pas me faire croire que Gérard Bouchard et Charles Taylor ne savent pas faire des calculs de statistiques. Non. C'est volontaire. C'est volontaire. C'est pour tromper les Québécois, tromper ceux qui ne savent pas faire un bon calcul. C'est tout. Preuve numéro 6. Par ailleurs, la Ville de Montréal n'arrive pas, depuis 2014, à renouveler son plan de lutte contre le profilage racial, ni à mettre sur pied une unité contre les crimes haineux. Wow! Une unité contre les crimes haineux. Une espèce de les chemises brunes, là, comme les nazis faisaient, là. C'est de les trouver, là. Hein? Ils trouvaient qu'il y avait trop de police. Là, ils veulent une unité de crimes haineux.
Boisy prend le Québec pour la Tunisie. Parce que c'est ça qui se passe en Tunisie. C'est ça qu'ils font. Mais pour l'islam, en faveur de l'islam. Des racistes. Des racistes. Preuve numéro 7. Les médias et l'industrie des arts et de la culture ne font guère mieux. Ah. En plus de véhiculer des stéréotypes sur les communautés racisées et les autochtones, les Amérindiens, ces milieux ne leur laissent pas la parole. À peine 5% des premiers rôles à la télévision leur reviennent et on peut compter sur les chroniqueurs issus de la diversité culturelle au Québec sur les doigts d'une main. Bon, ils disent qu'il n'y a pas assez d'immigrants dans les médias, puis dans la culture, dans les arts. OK? Bon, on a regardé, on a fait le calcul. Mais c'est la même faute de calcul. Il y a 5% d'immigrants, d'ethnie, racisés, puis c'est déjà trop. Parce que l'industrie des arts au complet, c'est 100 000 travailleurs. Partout au Québec, pas juste à Montréal. C'est pas 2 millions, mais 6,5 millions de non-immigrants qui sont disponibles pour les postes des arts. Alors, sur 600 000, puis comparativement à 6,5 millions, puis qui sont tous à Montréal, c'est impossible. C'est impossible d'avoir plus que 5%. C'est même trop. C'est trop. Il ne devrait pas avoir plus que 2%. Même pas. D'immigrants dans les arts et dans les médias. On fait le même tromperie que l'autre. Que l'autre preuve. Preuve numéro 8. Même réalité parmi les élus. Ah, écoutez bien celle-là. Parmi les élus, OK? Il n'y a que 5 députés issus des communautés racisées sur 125 élus à l'Assemblée nationale. Pour les élus de la ville de Montréal, c'est seulement 4 sur 103. On parle des élus. La réalité de la planète Boisy, là, c'est sa dictature tunisienne. En Tunisie, là, c'est juste des islamistes. C'est juste des Arabes. Le président du pays doit être musulman. Pas le choix. Hein? Tu ne peux pas élire là, quelqu'un, un chrétien, en Tunisie. En effet, si on cherche un pourcentage de députés en fonction de la race, il devrait y avoir 7 députés immigrants, ethniques, minorités visibles. Ah ouais. Mais le Québec est une démocratie. Hein? Les députés ne sont pas choisis par la race, parce qu'ils sont immigrants ou quelque chose. Ils sont choisis par le vote, par la démocratie. C'est pour ça qu'on les appelle des élus. Mais Boisy, il ne comprend pas ça. Pour lui, non. Il faudrait forcer la politique, le gouvernement, la loi, à avoir des non-élus, juste parce qu'ils sont d'une ethnie différente. Bouchard-Taylor ont signé ça, là. Son co-auteur. Ce serait une dictature. Preuve numéro 9. On ferait donc fausse route en pensant que le succès ou la visibilité publique de plusieurs minorités au Québec prouve une égalité. Ce serait masquer un phénomène que ces chiffres esquissent à peine. Ouais, les chiffres. Surtout qu'on ne sait pas compter, hein, Boisy? Tu devrais t'inquiéter pour ta visibilité publique, en effet.
Et les teutons qui ont signé ton torchon raciste aussi. Voilà pour l'épreuve de cette frauduleuse campagne de Bouchard, Taylor, avec la complicité du PQ et Parti libéral aussi, pour sauver le multiculturalisme raciste canadien. Parce que c'est ça que c'est. Le multiculturalisme est raciste. Je vais maintenant conclure par un sondage de l'Institut de la statistique du Canada et du Québec sur la perception de la discrimination au Québec par les communautés ethniques immigrantes. Ce sondage met un avis. L'avis, c'est sondage basé sur la perception des répondants d'avoir été discriminés. Alors, ce n'est pas un rapport d'un sondage sur qui a été discriminé ou a subi du racisme. C'est sur leur perception. On demande aux gens, avez-vous été discriminé? S'ils disent oui, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ils peuvent dire oui, mais que ce n'est pas vraiment de la discrimination. Mais c'est leur perception. Ils ont demandé à toutes les ethnies, puis aux Canadiens français, au Québec. OK? Ben, une bonne partie, là. OK. Le résultat, c'est quoi? Québec, province où il y a le moins de discrimination. C'est ça le résultat. Ils ont fait ça dans toutes les provinces. Au Québec, les gens répondent qu'ils n'ont pas été discriminés, majoritairement. Et le Québec est en situation d'être la province qui a le moins de discrimination. L'Ontario, les provinces des Prairies, la Colombie-Britannique sont les plus élevées. Et si vous regardez le ratio immigrants, ça correspond. Plus il y a d'immigrants, plus il y a de communautés ethniques ghettoisées, plus il y a de la discrimination, plus il y a une perception de discrimination. Les motifs, maintenant, les plus souvent perçus par les victimes sont les facteurs ethnoculturels. Ethnoculturel, c'est pas crime ou n'importe quoi, là, c'est ethnoculturel. J'ai été discriminé parce que je suis noir, je suis discriminé parce que je suis islamiste, comme on a vu là, avec Boisy et Bouchard. Plus qu'il y a de multiculturalisme, plus qu'il y a de discrimination. C'est simple. La discrimination dans un contexte de travail ou celle subie dans les services sont les situations les plus fréquemment citées. Pas un problème d'emploi, là. La discrimination dans un contexte de travail. C'est au travail. Alors, il y a des jobs. Mais ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas entre eux autres. Plus que de différentes ethnies dans un milieu de travail, plus que ça va mal. Plus que de la discrimination. Plus qu'il y a de la merde. Et maintenant, mes amis, la cerise du gâteau. OK? Pour la fin. Même affaire, là. Le sondage. La communauté juive est davantage touchée par la discrimination au Québec que dans le reste du Canada. OK? Ainsi, près d'un individu pratiquant le judaïsme sur deux, 1 sur 2, a indiqué avoir été victime de discrimination en raison de facteurs ethnoculturels. 51%. Hey, on vient de passer les preuves Bouchard-Taylor-Amal Québec,
de la discrimination et le racisme systémique au Québec, et pas une fois, ils nous ont parlé des Juifs. Pourtant, les Juifs se déclarent les plus discriminés de toutes. C'est les autres les plus discriminés. C'est ça qu'ils disent. Ils répondent ça eux-mêmes. Pas un mot sur les autres. Nulle part. Chez les musulmans, le phénomène atteint près de 4 personnes sur 10. Après les Juifs, là, ceux qui se plaignent d'être discriminés le plus, c'est les musulmans. Les deuxième place. Pas les Chinois, là. Même pas les Amérindiens. Les Juifs et les musulmans. Le phénomène atteint près de 4 personnes sur 10. La proportion pour l'ensemble des autres religions réunies s'élève à pas plus de 34%. Il importe également de noter que la discrimination ethnoculturelle touche une plus forte proportion de la communauté juive au Québec que dans le reste du Canada. Les Juifs déclarent qu'ils sont plus discriminés au Québec, 51%. Et ailleurs, à l'extérieur du Canada, où il y a le plus de discrimination, Toronto, Tatati, seulement 24%. Ils se déclarent être discriminés. Comment expliquer une telle chose? Et qui les discrimine? Ils disent pas là, qui les discrimine. Et oubliez pas, là, la communauté juive est celle qui est la plus discriminée au Québec. Plus discriminée que les Amérindiens et les Noirs réunis. On a passé à travers les Amérindiens et les Noirs. Et ils sont plus discriminés. Et ce, malgré qu'ils soient presque absents dans les prisons. Ils sont pas dans les prisons. Alors, qui les discrimine? Ça peut pas être les Canadiens français. Parce que les Juifs vivent à Montréal, comme les autres immigrants. Et ils sont toujours avec les autres minorités. Ils sont avec les Anglais surtout. C'est eux autres qui fréquentent le plus. Alors, comment ils peuvent être discriminés des Canadiens français qui sont en majorité toutes dans les régions? Est-ce que c'est les autres communautés ethniques qui les discriminent? C'est la seule chose qu'on peut voir. Qui en particulier? Bien, on vient de le voir, là. 51% les Juifs. Et puis 34% les musulmans. Qui discrimine qui? Pareil comme les Amérindiens. Vous vous souvenez? Le tableau à gauche, le tableau à droite. Les victimes, puis les agresseurs. Même chose. Les Juifs, puis les musulmans, c'est des cousins. C'est le même monde. Ils se haïssent. Ils se autodétruisent. Ce qui passe à Israël, Palestine, c'est partout au Moyen-Orient. C'est juste ça qu'on entend. Puis ils blâment les autres. Ils blâment tous les autres. Et ils sont complètement absents, les Juifs, de cette campagne de racisme systémique. Alors, Bouchard, Taylor, pour qui il travaille exactement? Pour finir, l'Institut de la statistique du Québec, la population anglophone touchée plus fortement par la discrimination au Québec. Ils n'avaient pas parlé de ça. La minorité anglaise au Québec. Écoutez ce qu'ils disent. Miroir du portrait linguistique du Québec.
soit la présence d'un groupe culturel dominant, différent de celui du reste du Canada. Canadiens français, des dominants, imagine-toi donc. Les populations touchées par la discrimination ethnoculturelle se distinguent significativement de celles du reste du Canada. Le Québec n'est pas partout comme le reste du Canada. En effet, au Québec, compte tenu de l'importance des francophones dans le paysage culturel, tu vois, francophone, on nie l'ethnicité des Canadiens français. Ces derniers sont moins sensibles à la discrimination relativement aux autres groupes linguistiques. Alors, conclusion. Les seuls qui souffrent pas de discrimination et qui ont la paix, c'est les Canadiens français au Canada. Les Canadiens français, pourquoi? Ben parce qu'ils ont une société cohésive. Ils s'intègrent, puis ils intègrent les autres. Puis c'est comme ça que tu peux faire une société. Il n'y a pas d'autre moyen de faire une société. Le reste, c'est la tour de Babel. Puis à cause de cette tour de Babel-là, qui est due au multiculturalisme, cette loi raciste, systémique, eh bien, cette tour de Babel-là, elle blâme la communauté canadienne-française. Parce qu'elle, elle ne souffre pas de ça. On sait c'est qui, on le voit très bien. Ce sont qui? Les racistes. Et c'est quoi le système raciste? Le racisme systémique. C'est le Canada multiculturel.